Donc merci à tous d'être là. On va aborder un sujet qui est très délicat aujourd'hui. Donc il nous a fallu réunir la crème pour parler de ce sujet. On a la chance d'avoir avec nous Claire Martinetto, qui est présidente du directoire d'Ecofi. Bonjour. Bonjour Claire. Marc Ohaillon, qui est patron de la practice tech et patron du RSE chez 3i, le fonds d'investissement. Bonjour. Et on a Nicolas, Nicolas Brodsky, qui est le patron de AVA. Bonjour. Du coup, pour démarrer cette table ronde sur comment réconcilier la transition écologique, évidemment, et la création de valeur, je pense que c'est important que chacun exprime de quel point de vue il parle pour qu'on sache comment ensuite vous allez vous positionner. Peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots. Claire, je sais que tu vas faire court. Et c'est moi qui commence, c'est ça? Comme tu veux. On peut démarrer par Marc si tu veux. Tu préfères? Donc oui, donc comme tu disais, je travaille chez 3i. Donc 3i, c'est un fonds d'investissement en private equity. On existe depuis très longtemps parce qu'on existe depuis 1945, créé au UK. On a accompagné des générations entières de PME depuis 1945. Je m'occupe précisément de la partie tech. J'ai eu la chance d'accompagner Nicolas, ici présent. On a été investisseur d'AVA, aujourd'hui investisseur dans Evernex également. Et donc en fait, le sujet de la transition, oui, c'est un sujet qu'on regarde de plus en plus, nous. Et j'expliquerai pourquoi après. Merci. Claire? Alors moi, j'ai rejoint le 1er juillet dernier. Vous m'entendez bien là ou pas? Oui, non. Le 1er juillet dernier, Ecofi, qui est la filiale de gestion d'actifs du groupe Crédit Coopératif. Avant, j'ai passé 19 ans chez Natixis Investment Managers, dans plein de fonctions différentes de la gestion d'actifs, mais c'est pas forcément... je suis tombée là un peu par hasard, à vrai dire. Je voulais faire astronaute quand j'étais petite, donc ça panique. Ça marche avec Constellation, ça, c'est pas mal. Ça marche pas mal, mais ça paniquait ma mère, mais bon, finalement j'ai fait autre chose. En tout cas, j'ai rejoint Ecofi donc il y a même pas un an. Dans ma vie, j'ai fait du risk management, j'ai fait de la gestion, j'ai fait de la seed money. J'ai un peu traversé le monde de la gestion d'actifs dans différentes boîtes et dans différentes fonctions. J'ai un fil rouge que je tiens à partager, c'est que j'ai toujours finalement travaillé dans des projets de transformation ou de création. Donc j'ai très souvent été devant une page blanche ou dans une grosse transfo, voire les deux. Et en fait, j'adore ça. Et puis la deuxième dimension que j'adore, c'est l'humain et le management et découvrir des talents et les développer. Voilà. Et donc je détaillerai aussi comment la création, le lien entre la création de valeur et la transition me touche particulièrement et touche en particulier Ecofi, puisque Ecofi, j'ai oublié de le dire quand même, Ecofi a été pionnier de tout ce qui est investissement responsable. Ça fait 20 ans que toute la gamme de fonds ouverts d'Ecofi est ISR. On a aussi été la première société de gestion à créer un fonds de partage et on a été aussi la première société de gestion à créer un fonds solidaire pur, donc connecté avec le Crédit Coopératif qui est la banque de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Merci Claire. Nicolas? Finalement, c'était pas si synthétique. Mais bon, je suis. Ça commence. C'était facile. Non, parce que j'avais prévenu que moi j'étais long et que je parlais beaucoup, donc Claire a dit qu'elle serait plus synthétique. Quand je fais ça, c'est qu'il faut s'arrêter. Ok, d'accord, mais je vais voir avec les gens qui vont s'endormir. Ouais, je sais. Bon, nous, AVA, donc je suis Nicolas, je suis patron d'AVA depuis quelques années. AVA, c'est le leader européen de la santé naturelle. C'est à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, un petit millier de personnes majoritairement en France. Je t'ai invité ici aussi pour une raison un peu assez simple, c'est qu'on a récemment accueilli à la suite de 3i un nouvel investisseur majoritaire qui était une des plus grosses transactions de 2022 et avec au cœur de ces sujets un vrai sujet justement de transition globale environnementale et de création de valeur. Nous, la transition, l'écologie, l'environnement et le climat est très importante à double titre. Si on accepte mes convictions personnelles et les convictions personnelles de mes équipes, c'est nos consommateurs. Nos consommateurs, ils attendent de nous qu'on soit réellement en avance sur ces sujets. Et je reviendrai après dessus, mais notamment, on a une marque qui est Biolan,
qui est leader en France du soin du bébé, si je veux simplifier, et où nos consommateurs se renouvellent, un tiers des consommateurs se renouvellent tous les ans, les jeunes mamans généralement, et elles sont de plus en plus en attente d'avancer sur ces sujets. Ça, c'est la première raison, donc les consommateurs. Et la deuxième, c'est la marque employeur. Nos employés rejoignent des sociétés comme la nôtre pour nos engagements, pour leurs aspirations, pour la culture. Et donc, si on n'est pas en avance, à la fin, on va avoir des gros problèmes de recrutement. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup. Le recrutement, c'est probablement notre premier problème, quelles que soient les strates et quelle que soit la géographie. Merci Nicolas. J'ai une première question pour Claire. Si on parle de création de valeur, quand on est une société de gestion, on va finalement proposer à des investisseurs de souscrire à une société de gestion pour leur servir quelque part du rendement. Comment on aborde le sujet du rendement quand du coup on n'est pas sûr qu'il y en ait, ou en tout cas qu'il ne soit pas très élevé, et deux, est-ce qu'on présente, quoi qu'il arrive, les risques sur la partie environnementale et la partie climatique, puisque Ecofi est 100% ISR. Donc est-ce que les gens qui investissent chez vous savent déjà qu'ils feront peu de rendement? Comme Arthur Aubeuf disait ce matin, moi mes actionnaires, ils savent que ils ne gagneront pas d'argent avec l'argent qu'ils investissent chez moi. Est-ce que c'est la même chose chez Ecofi, ou est-ce que vous arrivez quand même à leur trouver une histoire différente? Alors heureusement, ce n'est pas la même chose. Et je dois dire que quand je réfléchissais au sujet et que je me disais par quel bout je vais le prendre, j'ai fini par me dire, si je vous disais qu'on ne peut pas réconcilier la création de valeur avec la transition, chez Ecofi, ce serait un sacré problème en fait, parce que c'est notre fonds de commerce et depuis longtemps. Donc on a des fonds thématiques, des fonds actions thématiques qui investissent dans des grands secteurs durables, responsables, la santé, le traitement des déchets, etc. Et ça fait longtemps. Et on a un fonds diversifié qui s'appelle Agir pour le climat. Donc là, c'est pareil, on investit dans des sociétés qui offrent des solutions pour la transition. Clairement, on ne se pose pas le problème comme ça, en fait. Évidemment qu'il y a de la création de valeur. Heureusement, nos investisseurs, ils savent aussi, et quelque part, ils apprécient ça. On a une politique ISR d'investissement qui est extrêmement exigeante, qui a différentes dimensions, qui combinées aboutissent à quelque chose d'assez restrictif et assez ambitieux. Elle est transparente, elle est rigoureuse, elle est vraiment appliquée, donc on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Donc effectivement, en 2022, nos perfs étaient assez pourris, pour être honnête, mais c'est normal, on n'avait pas Total, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas. Et quelque part, c'était aussi une façon pour eux de se rendre compte qu'on faisait vraiment ce qu'on dit. Donc ça, c'est sûr, on le fait. Et finalement, quand on regarde sur le long terme, tout ça, c'est une question d'horizon. C'est-à-dire que si vous voulez savoir, si vous voulez gagner de l'argent très très vite, c'est sûr qu'investir dans des boîtes plus durables qui agissent pour la transition, quelle qu'elle soit, que ce soit climatique ou autre transition, vous n'allez pas gagner d'argent tout de suite. En revanche, sur le long terme, on est sûr que si, on est sûr que c'est possible, et quelque part, les fonds d'Ecofi l'ont plutôt prouvé, parce qu'on a été encore une fois assez précurseurs. Donc on s'est confronté à un univers de concurrents qui n'étaient pas du tout aussi exigeants que nous en matière d'investissement. Et pour autant, les fonds d'Ecofi sont primés depuis des années et des années. Donc on peut le faire vraiment. Nous, on y croit. Et quelque part, on n'a pas le choix, en fait. Voilà. Et du coup, ça veut dire que la création de valeur telle qu'on l'entend traditionnellement, avec des euros, pourrait peut-être être aménagée avec d'autres formes d'unités qui ne sont pas des euros? Alors oui, et en fait, oui et non. En fait, on peut faire les deux. Donc nous, évidemment, que quand on regarde un titre, on regarde à la fois les dimensions extra-financières et les dimensions financières. Et quelque part, ce qu'on mesure aussi, c'est le malus qui pourrait venir du fait qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Et au final, on en arrive à se dire, est-ce qu'on doit se poser la question de la création de valeur vis-à-vis de ce type de thématique? La réponse est finalement non, on n'a pas le choix. Il faut vraiment plus se poser la question de qu'est-ce que ça va nous coûter si on ne le fait pas. Et je pense que maintenant, de plus en plus, et c'est ce qu'on observe, et quelque part, nous, ça nous sert pour alimenter notre univers d'investissement,
c'est que la plupart des boîtes sont en train de se rendre compte que si elles ne font pas ce qu'il faut, à la fois côté marque employeur, mais il y a d'autres choses, si elles ne font pas ce qu'il faut, à horizon X, elles vont perdre massivement de l'argent, elles vont perdre des parts de marché, elles ne vont pas réussir à recruter, et donc à la fin, c'est des pertes financières très très concrètes. Oui, Marc, quand on préparait, tu disais effectivement que c'était un sujet qui était au cœur des préoccupations de 3i, c'est comment on arrive à faire en sorte que les lignes qu'on a en portefeuille ne rencontrent pas le mur du risque que décrit Claire. C'est là où on se rejoint, c'est sur la partie long terme. Pour le coup, nous, on est un investisseur long terme, donc on reste en moyenne entre 5 et 10 ans dans les sociétés. Et par définition, on doit anticiper des changements de paradigme. Donc, ce que fait 3i simplement, c'est une participation va doubler ou tripler de taille dans cette échelle de détention. Les changements de paradigme, on en a connu quelques-uns depuis 1945. Ceux qu'on a connus le plus récemment, début des années 2000, c'était la mondialisation. Début des années 2010, c'était la digitalisation. Et toutes les sociétés qui n'ont pas anticipé ces deux changements de paradigme se sont pris un mur violent dans la tête. Et certaines ne sont même plus là. Donc nous, on voit très clairement le sujet du développement durable comme un enjeu fondamental, à la fois pour la création de valeur, mais aussi pour le risque. Quand on regarde par exemple aujourd'hui les analyses de sol pour des sociétés à caractère industriel, en fait il peut y avoir des sols simplement qui s'écroulent et donc les usines qui vont avec qui peuvent s'écrouler. Quand on regarde le sujet de la consommation, je pense qu'on va repenser en fait des modèles de consommation. Et donc en fait si on ne se pose pas ces questions aujourd'hui, si on n'a pas la sensibilisation nécessaire au niveau de l'équipe dirigeante et au niveau même du board, parce que nous notre enjeu, notre organe d'influence est au niveau du conseil d'administration. Si on ne se pose pas ces questions maintenant, en fait, à horizon 5 ans, et on voit très bien que ça va de plus en plus vite, on va perdre de la valeur. Et du coup, vous aviez perçu ce potentiel stratégique quand vous avez investi dans AVA pour arriver à déboucler l'opération, ou ça s'est trouvé... on dévoile peut-être des choses qui ne devraient pas... Ou alors on laisse Nicolas répondre. Non, mais si je suis là, il ne va pas tout dire. Non, mais la réalité, c'est qu'à AVA, il y avait ce côté naturel dans le produit, et il y avait ça dans l'ADN de la société qui est basée en Vendée depuis tout le temps. La seule chose, et je pense que c'est là où en fait toute l'énergie Nicolas a été fondamentale, c'est comment on mobilise cette énergie, et comment est-ce qu'on fait en sorte que les collaborateurs se sentent partie d'un collectif qui fait en sorte que les choses avancent. Et ça, c'est toute la difficulté, en fait. Tu peux nous en parler, Nicolas ? Oui. Il y a plein de choses sur lesquelles rebondir, mais effectivement, la première chose, c'est sur le sujet malus, et c'est un vrai sujet, le sujet malus, qui fait qu'effectivement, on ne peut même pas se poser la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été un vrai vecteur de valorisation, cette transition, ce regard à l'environnement. Mais surtout, vecteur de valorisation pour dans 5 ans. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, en tout cas nos investisseurs, quels que soient les fonds, que ce soit les fonds classiques, article 8, article 9 et ainsi de suite, savent que dans 5 ans, s'ils ne remplissent pas une liste de critères exhaustifs, l'univers des acheteurs, l'univers des futurs valorisateurs sera beaucoup plus limité. Donc en fait, ils ne se posent pas du tout la question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les prêteurs sont de plus en plus dans ce cercle vertueux. Nous, on a commencé à en parler avec Marc il y a quelques années d'ailleurs, hein, quand on négociait notre dette senior. On pouvait avoir 10, 15, 20 points de base de réduction de coût de la dette, rien qu'en allant chercher des KPI qui faisaient du sens sur cette transition. Et quand on a une dette, nous on a une dette de 495 millions, donc si vous prenez 10 points de base, ça fait vite 500 000 € par an, et on peut déjà porter pas mal de projets. Donc c'est un vrai cercle vertueux qui amène de la valorisation en fait. Et je rejoins Claire sur le fait que en fait, si on ne va pas plus vite que les autres dans la valorisation, c'est plutôt dans la transition, c'est plutôt vers la destruction de valeur qu'on va aller vers assez vite. Et en ça, le changement de paradigme, il est très fort. Hein. Et il est effectivement le même que la digitalisation. Donc, Vas-y. Non, et au-delà de ça, un sujet important, c'est que nous, on réfléchit évidemment un peu de manière, dans notre microsystème, à l'EBITDA, évidemment.
Et il y a 5, 6, 7 ans, quand on voulait aller vers regarder vraiment le côté RSE de chaque chose, des ingrédients, de la rémunération, du social, du transport et ainsi de suite, ça nous coûtait beaucoup plus cher. Donc évidemment, on perdait, entre guillemets, de l'EBITDA, mais pour prioriser quelque chose qui, dans le long terme, allait avoir un impact positif. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc au-delà de la croissance, il y a les coûts, et les coûts sont bien mieux maîtrisés. Il y a beaucoup plus d'offres. Alors, je ne vous parle pas uniquement des ingrédients bio, Fair for Life ou autres, mais en général, ça s'est largement normalisé. Je vous donne l'exemple de ma facture d'électricité, parce que j'ai négocié le contrat hier. Notre facture d'électricité, c'est 1 800 000 €. Et là-dessus, on a un surcoût de 18 000 € pour que ce soit que de l'énergie renouvelable. 18 000 € sur 1 800 000, c'est rien du tout. Et ça permet, nous, de communiquer là-dessus, d'embarquer notre marque employeur, d'embarquer nos consommateurs, et ainsi de suite à terme. Ouais, ce que tu disais, Marc, c'est que finalement, tous ces sujets d'investissement responsable et donc de ESG, c'était plutôt mineur avant, et ça a tendance à devenir moyen ou majeur. Oui, clairement. C'est très... Enfin, quand j'ai commencé ce métier d'investisseur, en fait, c'est une question c'était vraiment check the box et juste vérifier plus sur le côté social s'il n'y avait pas chez les fournisseurs des pratiques douteuses. En substance, c'était un peu ça, et ça, je parle en l'occurrence de 2015 à 2016. De la même façon, on posait aucune question sur les aspects digitaux. On regardait juste ce qu'a été l'ERP et basta, en gros. Je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs sont beaucoup plus pointus sur ces sujets-là. On pose beaucoup plus de questions. On est bien entendu conscient qu'avant d'acheter une société, c'est un peu difficile de faire une due diligence propre de ce point de vue-là. Par contre, en fait, il y a de plus en plus de rapports ESG qui sortent. Et d'ailleurs, sur AVA, quand on a cédé la société, on a circulé le mémorandum d'information avec le rapport ESG. Comme ça, les gens pouvaient vérifier ce qui était mis en place. Donc oui, on devient de plus en plus sophistiqué de ce point de vue-là. Parce qu'on sait que derrière, on veut éviter de se prendre le mur que tout le monde voit. Et du coup, pour éviter de le faire, donc on a les due deals, on a embarqué nos collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres sujets peut-être clairs sur comment on fait pour que du coup cette espèce de transformation qu'on appelle de nos voeux du coup arrive, si on voit tous les choses du même côté, ou si il faut arriver à prendre des lunettes un peu différentes et Là, tu introduis quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En fait, c'est le sujet de la diversité, en fait, et toutes sortes de diversité. Et ça, c'est quelque chose, c'est un peu mon petit combat personnel, en fait, qui embarque pas mal de monde, hein, notamment. Je suis pas au Crédit Coopératif par hasard, hein. Et je trouve que un de mes combats, au-delà des diversités sur lesquelles on communique beaucoup, les diversités d'origine, les diversités de genre, etc., etc. Moi, il y a vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est la diversité des formations, des modes de leadership, des façons de penser, des façons de fonctionner. Parce que je pense qu'on est face à un tel changement de paradigme tout le temps. Puis, de toute façon, il faut être très, très agile, hein, maintenant. Que si on recrute des gens qui sont tous formés au même endroit, basés sur le même modèle et qui pensent tous comme qui pensent tous pareil, eh ben on va dans le mur, mais vraiment, parce qu'on n'arrive pas à analyser les choses sous différents points de vue, avec différents angles. Et ça, pour moi, je pense que dans les entreprises, dans la majorité des entreprises, on est encore bien loin de ça. Les gens ont tendance à reproduire des schémas et à aimer s'entourer de gens qui fonctionnent comme eux. Et je pense que c'est une erreur. Voilà. Merci. Peut-être que je vois l'heure qui tourne. Il nous reste 10 minutes pour prendre des questions, sauf à ce qu'on continue. Il y a des questions. Oui. Vous voulez un micro ? Merci, bonjour. Je suis Florent Courreau, Tech for Life. On travaille pas mal sur les comptabilités socio-environnementales. Vous avez dit qu'il y avait un élément de risque. En fait, il y avait beaucoup à perdre si des gens n'étaient pas préparés. Est-ce qu'on ne peut pas dire que d'un point de vue général, il y a quand même beaucoup à perdre et qu'en face de l'EBITDA, on peut mettre des conséquences environnementales qui sont globalement négatives en moyenne sur les sociétés? Donc est-ce que vous cherchez à perdre au moins que ce qu'il y a à perdre, ou comment est-ce que... Et puis deuxième question peut-être plus facile à répondre, est-ce que vous avez des projets de comptabilité socio-environnementale pour des gens qui voudraient faire un reporting qui s'appuie sur des données opérationnelles? Ça va être peut-être plus facile.
Mais alors, je prends une partie, puis honnêtement, je suis convaincue que l'EBITDA, il n'est pas si dégradé que ça. Enfin, si vous voulez, les entreprises qui fournissent des solutions pour nous permettre de faire notre transition, quelle qu'elle soit, ce sont des sociétés qui vont faire de la croissance. Donc, moi, je ne pense pas que ce sont deux notions si opposées que ça. Et finalement, je trouve que la transition, c'est presque un outil de relance par l'investissement, de stimulation de l'innovation, d'emploi. Ça permet aussi de faire, enfin, pour certains pays qui mettent en place un certain nombre de normes, de faire aussi un peu de protectionnisme plutôt que de laisser les choses partir un peu partout. Donc non, moi, en fait, je crois pas. Je crois vraiment pas qu'il faut regarder sous cet angle-là. Est-ce que vous voulez compléter ? Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que potentiellement, sur des métiers qui étaient très exposés, il y avait une phase pendant laquelle, effectivement, le BDA allait être dégradé parce qu'il allait falloir investir assez lourdement et que les charges allaient être plus importantes, mais c'était nécessaire pour pouvoir justement éviter le mur. D'où l'horizon, en fait. Exactement. Donc, c'est qu'une question d'horizon. Nous, aujourd'hui, on est investisseur, par exemple, dans des sociétés dans le tourisme. Voilà. Donc, l'équivalent de voyageurs du monde. Donc, il y a de l'avion là-dedans. On est d'ores et déjà employé vu qu'on est en l'occurrence sur un standing plutôt haut de gamme, à redéployer en fait des nouvelles offres sans avion. Donc, ça va être du bateau, ça va être prendre le temps, et ça va être anticiper ce que les consommateurs veulent. Le consommateur, il ne veut pas nécessairement partir 3 jours rapidement à l'autre bout du monde. En fait, aujourd'hui, le consommateur, il veut autre chose. Par contre, si on ne se prépare pas, en fait, nous, on a ce qu'on dit en général, c'est qu'il y a zéro tabou. Voilà. C'est en conseil d'administration, il y a zéro tabou sur ces sujets-là. Si on doit repenser un modèle économique, on va repenser un modèle économique. Et on le voit très bien. Il y a des sociétés qui vendaient des produits qui aujourd'hui se posent des questions de faire du leasing de ce produit. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le leasing du produit et en fait, on apporte la maintenance qui va avec. Des groupes comme Schneider sont en train de repenser également leur modèle économique dans ce sens-là. Par contre, c'est un sujet de transition, ce n'est pas un sujet de radicalité dans le modèle économique. On est obligé d'avoir 2 cerveaux en même temps, quelque part, et d'avoir cette perspective-là. Merci Marc. Nicolas, peut-être sur la réponse sur la comptabilité qui intégrerait autre chose. Est-ce que chez AVA, vous y réfléchissez ? Ouais, il y a beaucoup de KPI différents qu'on regarde, mais effectivement, je rejoins un peu Claire, notamment sur la notion. C'est pas opposable parce que on ne regarde pas de la même façon. Après, sur le sujet, mon job à moi, c'est de regarder mon sujet micro. Il y a beaucoup plus d'impact macro, mais je suis pas climatologue. Et 2, j'essaye de faire au mieux mon job pour participer à une partie du truc, et notamment sur le sujet, on en a parlé, sur le sujet inspirationnel. Alors, je ne veux pas paraphraser Emmanuel Faber parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas en accord, mais c'est le rôle de l'entreprise de faire quelque chose en plus du pouvoir public. Les pouvoirs publics ont des fonctions coercitives qui vont parfois dans le bon sens, pas toujours, mais en tout cas parfois. Nous, notre rôle, c'est d'essayer d'être inspirationnel sur pas mal de choses. Et grâce à des marques grand public, et j'en représente certaines, on a la possibilité de le faire. Et moi, je prends des petits exemples, mais des éco-recharges, typiquement, vous regardez des éco-recharges, ça a arrêté de se développer pendant plusieurs années, mais pas parce que les consos ne le veulent pas, parce qu'en fait, les producteurs ne proposent pas. Donc, des éco-recharges bébés, il n'y en a pas, il n'y a que chez Biolan qu'il y en a. Pourquoi ? Parce que ça coûte plus cher à produire, tout simplement. Et nous, on pense qu'il y a une vertu, justement, dans certains cas, il y a une offre qui doit précéder la demande. Et le consommateur ne le sait pas forcément. Après, il y a des contre-exemples. Je vous donne un exemple, c'est les lingettes. Les lingettes, quand Marc était investisseur, c'était sur le point de s'arrêter. C'était sur le point de s'arrêter pour plein de problèmes, en rapport à plein de problèmes. Et le Covid est arrivé, évidemment, et donc les lingettes, le marché a fait x2 depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on va lutter contre ça et dire aux consommateurs c'est fini, on ne fait plus de lingettes, parce que j'ai un de mes concurrents qui vient de faire ça, donc, sans le citer, où est-ce qu'on va se dire plutôt on va essayer de chercher la meilleure lingette compostable et d'imposer cette norme. Alors, nous on a pris ce choix, on a fait ce choix-là, même si, on a un peu parlé tout à l'heure, même si on ne pense pas que la technologie va résoudre tous les sujets, sur certains produits, sur certains sujets particuliers, on pense que ça en résoudra.
Et après, tout est une question de transition et de timing aussi, de timing, de phasing de ça. Et ce qui est vrai aujourd'hui sera probablement pas vrai en 2030. Est-ce qu'on prend une autre question? Alors, on va essayer d'aller vite, du coup. Bonjour, rapidement. Donc Céline Rémy, moi je suis entrepreneuse et je suis aussi bénévole à la Convention des entreprises pour le climat. J'ai une question. Nous, on côtoie beaucoup de financiers en ce moment dans ce qu'on fait à la CEC, puisqu'on les recrute pour participer à la CEC du monde financier qui commence en octobre. Et on rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas basculé du tout comme vous, qui sont très loin de tout ça. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, selon vous, faire sauter ces verrous? Qu'est-ce qui est un problème aujourd'hui? Comment les convaincre? Parce que c'est quand même, je pense, la majorité, sauf si vous me contredisez. Je serais ravie de le savoir. Moi, j'ai Olivier qui me pousse à rejoindre la Convention du climat. Donc, du coup, il est sur mon dos sur le sujet. Nous, en fait, on est assez pragmatique. En fait, moi, j'ai 36 ans. Donc, j'ai quand même quelques années devant moi à être investisseur. Je sais que si je ne me prépare pas à ces sujets, en fait, je vais juste passer à côté de gros risques. Donc, c'est pour mon bien-être, je suis un peu égoïste, que je le fais. Comment est-ce qu'on peut aider à sensibiliser? Je pense qu'en fait, on va avoir de plus en plus de sociétés qui vont se casser la gueule de ce point de vue-là. Et donc, du coup, en fait, les acteurs financiers vont se rendre compte de ces points de vue-là. Le côté réglementation va aider. La performance extra-financière, on va commencer à mesurer des choses qu'on ne mesurait pas. Moi, il y a, on va dire, dans 2016-2017, si on parlait d'un scope 3, je ne savais pas ce que c'était qu'un scope 3, en fait, fondamentalement. Je raisonnais en scope 1. Et c'était suffisant. Donc, commencer... De toute façon, en fait, la notion de scope 3, en tout cas, on entend parler de plus en plus. Donc, ça a commencé à se généraliser. La performance extra-financière va permettre de mesurer plus de choses. Et donc, du coup, je pense qu'il y aura une prise de conscience progressive. Par contre, c'est sûr que le côté activiste va être nécessaire pour pouvoir faire pousser les choses. On prend une dernière, peut-être encore une, mais vite, Bonjour, vite. Carole Poira, Société Comsen. J'accompagne beaucoup d'entreprises dans le monde du voyage d'affaires, donc je voudrais rebondir sur ce que Marc a dit. On parlait de scope 3. Aujourd'hui, les clients, donc les voyageurs d'affaires, commencent à y avoir des réflexions au niveau des directions achats de mettre en place des budgets CO2 au lieu des budgets en euros. Donc je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Et je voulais vous remercier de parler du long terme parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup de court-termisme encore dans les entreprises. C'est une bonne idée, le CO2. Budget CO2. Non, mais oui, c'est clairement une bonne idée. Je ne l'ai pas vu implémenté. Donc je pense que ça permet de rebalancer certaines pratiques. Déjà, en fait, avec le Covid, je pense qu'il y a certaines pratiques qui ont arrêté. On arrête de prendre l'avion pour un oui ou un non. En tout cas, moi, dans mon milieu, c'est ce que j'ai pu voir. Mais il faut faire plus, ouais, c'est sûr. Merci. Alors, il reste. J'en prends une ici. Bonjour, donc moi je suis dans une coopérative qui s'appelle Sailcoop, qui cherche à décarboner les transports grâce à la voile. Alors on a des difficultés à trouver, alors pour l'instant on est fondé par nos sociétaires, on a beaucoup de difficultés à trouver des financements dans le monde classique de l'investissement parce qu'on est une coopérative. Donc voilà, je pense que sur le panel il y a des gens qui connaissent bien le financement des coopératives. Donc est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour ce genre de choses, même en prêt classique? Allez voir le Crédit Coop. Vous avez des représentants du Crédit Coopératif ils sont qui là. sont sensibles à votre projet. On vous connecte tout à l'heure. Une dernière question? Oui, bonjour, Alexandre Gulsgoff de Sequence. Une question pour vous, Étienne. Du coup, est-ce que vous pensez que le fait de passer entreprise à mission permet justement de réconcilier cette transition et création de valeur? Étienne a espéré pas prendre de questions. Alors, en théorie, je suis animateur, je n'ai pas le droit de répondre. Alors, je vais quand même essayer, mais on pense effectivement que mettre en exergue des objectifs environnementaux et sociaux, en plus des objectifs économiques, et je rejoins Claire et tous nos intervenants, l'objectif économique n'est pas sale. En revanche, il faut qu'il soit au service d'autre chose. Et donc, si on affiche ces objectifs-là et qu'on arrive à trouver... Alors l'alchimie, Olivier en parlait ce matin, mais entre comment on fait pour
réconcilier la fin du mois chez le collaborateur, d'abord. Parce qu'on parlait des pay-plans, des commerciaux. Vous allez les voir, nos commerciaux, puis vous leur dites, est-ce que tu es content de ton nouveau pay-plan? Ils vont vous dire non, parce qu'il faut qu'on change, il faut qu'on apprenne à faire autre chose. Donc, il faut qu'eux, ils arrivent à vivre avec des pay-plans qui soient cohérents avec ce qu'ils avaient avant. Pour autant, il faut qu'ils arrêtent de vendre des trucs qui sont très carbonés. Donc, il faut d'abord s'occuper de eux, comment ils font pour vivre. Et ensuite, comment on fait pour atteindre, nous, nos objectifs. On est aussi sous LBO avec un fonds qui attend de la rentabilité, qui attend de la valeur. Comment on fait pour concilier ces objectifs-là en ne perdant pas de vue la mission qu'une entreprise doit se donner et qui est une société. Une société, c'est des gens qui travaillent ensemble à atteindre un objectif. On en a parlé tout à l'heure. Donc, je pense que le fait d'embarquer l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes dans l'entreprise à mission permet d'assurer que ce trépied, l'économique, le social et l'environnemental puissent tenir debout et qu'on évite les murs. Parce que finalement, on peut faire des super résultats et l'année d'après se casser la figure. Je ne sais pas si ça sera très très drôle. Donc j'expérimente le chemin de l'entreprise à mission. J'espère que c'est une voie qui va nous conduire à ça, mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre sur est-ce qu'on est sûr que ça va arriver au bon chemin. J'ajoute que Ecofi a été la première société de gestion à devenir entreprise à mission. Ouais. Donc on ça fédère. Bon exemple. Ça fédère. Un bon exemple à suivre. Il va être temps de clôturer cette table ronde. Et je voulais vous remercier tous les trois d'avoir accepté de vous prêter au jeu sur ce sujet qui n'est pas si simple, mais qui nous donne quand même un peu d'espoir. J'entends que finalement, en termes d'horizon, entre 3 et 5 ans, on a quand même quelque chose qui va se passer. Que les fonds commencent à regarder le sujet de près. Donc finalement, la création de valeur, y compris financière, peut être abordée de manière sereine aujourd'hui par les entreprises qui souhaitent se lancer dans la RSE. Merci à tous. Merci.